Allô? Bonsoir aux uns et aux autres. Donc nous ouvrons ensemble l'ultime plénière de cette université d'été 2019 du MEDEF, la REF. Et au fond, voilà, en permettant à chacun de prendre sa place, dans nos entreprises, on le sait bien, la dernière slide, le dernier transparent, le dernier moment d'une réunion, et cette REF est organisée comme un dernier moment, c'est les devoirs à faire avant la prochaine réunion. Et donc, je laisserai à Geoffroy Roux de Bézieux expliquer tout à l'heure pourquoi il a choisi que nous parlions climat dans ces derniers moments de la REF. Mais ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas le dernier moment de ce temps-là, mais le premier qui nous emmènera à la REF prochaine. Et vous allez voir, chacun d'entre vous, vous avez des devoirs à faire entre cette REF et celle d'après. Alors j'ai deux avertissements à vous faire. Le premier pour les initiés. Pas de souci, l'année prochaine, vous serez tous initiés. Les signataires du pledge doivent s'asseoir à ce niveau-là des tribunes. Donc dès maintenant, si vous êtes aux autres niveaux des tribunes, puisque vous allez être appelés pendant cette table ronde, les signataires du pledge, vous êtes amenés à arriver à ce niveau-là des tribunes. Le deuxième avertissement, en fait, c'est une demande d'indulgence. Le dernier animateur, Edwige Chevrillon, c'est celui d'avant, Dominique Seux. Pour montrer que le MEDEF aime prendre des risques et est audacieux, ils ont demandé au directeur développement durable de Schneider Electric d'essayer de faire l'animateur après ces deux journalistes de haute voltige. Je ferai de mon mieux, surtout avec votre indulgence. Par ailleurs, et avant d'appeler les intervenants, je voudrais vous dire qu'il y a trois nouveautés qu'apporte cette nouvelle séance de clôture à l'agenda des universités d'été du MEDEF. L'une des premières nouveautés, c'est que 99 entreprises, et vous verrez, il y aura une surprise, montrent le chemin pour un engagement qui va vous être présenté et auquel chacun d'entre vous, les entreprises de vos régions, pourront souscrire dans les semaines qui viennent. C'est les devoirs dont je parlais. Probablement que cette nouveauté au milieu de ce programme sera pour les séquences des années suivantes un enseignement. Le deuxième, c'est que ça n'est pas rien de se dire que cet engagement est un engagement libre que prennent des entreprises sur le climat. On sent, après le G7, avant la Climate Week et autour de toutes les interpellations, combien le climat est important. Et ce pledge qu'on va vous présenter, c'est un récit du monde de l'entreprise, un récit qui parlera d'innovation, pour lequel on a cette deuxième logique. Et puis au fond, la troisième particularité de ce dernier temps, c'est qu'on va se laisser interpeller par des étudiants qui, en nous écoutant, en représentant finalement tous les étudiants, vont nous donner un message et aussi interroger nos intervenants. Alors, je vais inviter nos intervenants. Cette plénière de clôture sur les chapeaux de roue se fait en 3 temps. Un premier temps, une table ronde avec les intervenants que je vais inviter. Un deuxième temps où Geoffroy Roux de Bézieux dialoguera avec la ministre du Développement durable, solidaire et écologique, Elisabeth Borne. Et puis un troisième temps sur le pledge. Donc j'appelle à me rejoindre les 4 entreprises qui témoigneront de leur engagement sur le sujet. Isabelle Cocher, directrice générale de Engie. Diony Lebeau, directrice générale déléguée de Société Générale. Bertrand Camus, directeur général de Suez. Frédéric Chalmin, directeur général de Kenome. Les 2 étudiants qui représentent les 2 millions d'étudiants français et surtout ceux qui ont signé le manifeste, Théo Miloche et Emmanuel Huet. Et puis, nous le remercions tous
pour venir ouvrir cette table ronde. Je crois que les deux étudiants vont se mettre là, Bertrand là, voilà, voilà. Et puis on va accueillir le dernier qu'on mettra là. Merci à Bertrand Piccard, que je vous demande d'applaudir, de nous rejoindre. Voilà. Alors Bertrand Piccard va débuter cette table ronde. Au fond, vous connaissez l'aventurier qui nous a fait rêver, mais en nous faisant rêver, nous montrant que les technologies avaient à voir avec le climat, nous montrant que ce que nous innovons, l'agenda des solutions, est quelque chose qui, du monde de l'entreprise, est la contribution essentielle à l'étape que nous vivons. Bertrand, un certain nombre de chefs d'entreprise qui sont ici sont inquiets par rapport à ces enjeux de changement climatique. Qu'est-ce que ça dit pour nos entreprises? Qu'est-ce que ça dit pour l'économie? Qu'est-ce que ça dit pour la société? D'autres visent ce sujet comme une opportunité. Avec ton expérience personnelle, la nouvelle fondation que tu lances dans laquelle un certain nombre d'entreprises françaises ont décidé d'être partenaires, quel message d'ouverture tu nous donnes pour ce récit à inventer tous ensemble sur la relation entre l'ambition économique qui est la nôtre, dans lequel il y a à la fois de l'environnement mais aussi du social, et puis les enjeux du XXIe siècle que nous découvrons davantage de jour en jour. Bonjour à tous et à toutes. Gilles a parlé du mot « inquiet ». Pourquoi est-ce qu'il y a des raisons d'être inquiet? C'est qu'en fait, la dégradation de la situation de la planète aujourd'hui évolue de manière exponentielle et les efforts humains pour y pallier augmentent de manière linéaire. C'est-à-dire qu'à chaque instant, l'écart entre ce qu'on fait et ce qu'on devrait faire augmente. Je pense que si on est inquiet, c'est également parce que la manière d'y répondre ressort un peu d'un choix illusoire dont aucune des alternatives ne peut nous satisfaire. Qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui? On nous propose d'un côté la décroissance. La décroissance, c'est l'assurance d'un chaos social total, avec des millions de gens au chômage et un effondrement de tout l'encadrement des plus démunis. Et puis de l'autre côté, on nous propose la croissance quantitative, en se disant que pour faire marcher les entreprises, pour pouvoir assumer nos responsabilités de solidarité, il faut continuer à produire de plus en plus, parce que c'est que comme ça qu'on va y arriver, avec comme conséquence, assurément, un chaos environnemental. Donc finalement, les deux alternatives ne sont pas satisfaisantes. Et ce que j'ai appris à travers l'aventure Solar Impulse, ce n'est pas à piloter un avion solaire. Ce que j'ai appris, c'est que les technologies qui sont aujourd'hui à disposition pour répondre aux enjeux climatiques, non seulement existent, non seulement permettent d'accomplir des buts a priori impossibles, mais en plus, elles sont rentables. C'est le marché industriel du siècle. Alors comment est-ce qu'il faut en parler? Je crois qu'il faut voir qu'entre la décroissance et la croissance quantitative, il y a une troisième voie. Et c'est cette troisième voie-là qui est intéressante pour les entrepreneurs et les chefs d'entreprise. Cette troisième voie, c'est la croissance qualitative. C'est quoi la croissance qualitative? C'est quand on crée des emplois et qu'on fait du profit en remplaçant les systèmes, les infrastructures, les produits qui sont inefficients, polluants et démodés par des infrastructures, des produits et des systèmes qui sont modernes, qui sont efficients et qui protègent l'environnement. Et ça, aujourd'hui, c'est possible. Parce que si on gaspille 50% de l'énergie qui est produite, c'est parce que les systèmes qu'on utilise datent de 1880, au début de l'ère pétrolière. Alors on se targue d'avoir le dernier téléphone portable pour être moderne, mais tous nos systèmes énergétiques et tous nos systèmes de production d'énergie et tout le gaspillage énergétique est dû au côté complètement inefficient et démodé de ce qu'on utilise dans les domaines industriels, énergétiques, de mobilité, de construction, etc. Et c'est là que les nouvelles technologies ont leur place.
C'est là qu'on voit qu'on peut créer plus d'emplois et faire plus de profits en protégeant l'environnement qu'en continuant à le détruire. Et je pense que c'est là qu'il y a de l'espoir. On n'est ni dans l'écologie pure, ni dans la productivité pure, et peut-être même qu'on peut dire qu'on n'est pas dans l'écologie parce qu'on est dans la logique. Et c'est ça qu'il faut, c'est cette logique qui consiste à se moderniser. C'est le marché industriel du siècle. Mais par contre, on voit que ça ne va pas suffire. On ne va pas suffire parce que le développement durable, ce n'est pas que le changement climatique, ce n'est pas que l'efficience énergétique, ce n'est pas que les nouvelles technologies. Le développement durable, c'est également la lutte contre toutes les aberrations dans lesquelles notre monde est arrivé. On parle aujourd'hui des feux de la forêt amazonienne parce que ça se voit sur les images satellites. Mais les incendies de la forêt amazonienne représentent seulement 10% de la déforestation réelle qui se fait à la tronçonneuse. Alors on réagit aujourd'hui, mais ce n'est pas en luttant contre les feux de la forêt amazonienne qu'on va réussir à arrêter le problème. C'est en constatant que notre monde consomme de manière complètement irresponsable tous les produits qui sont issus de cette déforestation, que ce soit en Amazonie, que ce soit en Indonésie, que ce soit dans d'autres pays. On est dans un monde qui a perdu le sens de la raison. On critique d'un côté des phénomènes dont on profite de l'autre. On mange des produits qui contiennent des produits chimiques qui devraient être totalement interdits. Les oxydes de titane, quand j'ai vu que c'était cancérigène, mais que c'était utilisé parce que c'était un excellent lubrifiant pour la pâte de pâtisserie dans les tuyaux, je me suis dit qu'on perdait la tête. Et là où on perd le plus la tête, c'est dans les inégalités de notre monde. Les inégalités, on les a longtemps présentées comme moralement inacceptables. Mais ça ne suffit pas. Il faut présenter ça comme une stupidité économique qui consiste à laisser la moitié de la population en dehors des réseaux de consommation. Ça veut dire que vous avez la moitié de la population mondiale qui ne consomme pas ce que vous produisez, simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, parce qu'on écrase leur salaire pour qu'ils gagnent suffisamment peu pour que les autres gagnent plus, en oubliant que finalement, à long terme, on s'appauvrit nous-mêmes. Et les inégalités, ce n'est pas seulement économiquement stupide, c'est également extrêmement dangereux. Les gens qui n'ont rien à perdre sont des gens qui finissent toujours par se révolter. Alors on voit qu'on est pris dans une course entre le court terme où on essaye de s'enrichir le plus possible et le long terme où on va s'appauvrir inexorablement. Comment est-ce qu'on réagit à ça? Je pense qu'il y a énormément d'entreprises qui sont prêtes à être des pionniers et le French Business Pledge qui est présenté aujourd'hui en est un exemple. Mais on ne va pas changer le monde s'il n'y a que des pionniers qui amènent des propositions. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que les autorités, les gouvernements, tout le monde politique accompagnent ce mouvement. Autrefois, c'est intéressant parce qu'on voit que le monde politique était en avance sur le monde des entreprises. Aujourd'hui, c'est le monde des entreprises qui est en avance sur le monde politique. Et c'est à vous, entrepreneurs et chefs d'industrie, à demander de l'aide au monde politique. Parce que sinon, ils ne le feront pas. Alors d'un côté, c'est vrai qu'il y a les enfants qui descendent dans la rue et qui donnent un alibi au monde politique pour agir. Mais ça marche le samedi matin quand la grève a eu lieu le vendredi, et c'est le vendredi que les enfants descendent dans la rue. Non, il faut faire plus. Et je pense que vous avez une voix extrêmement crédible pour demander aux autorités et au gouvernement de rendre obligatoire pour ceux qui sont récalcitrants les mesures que prennent les pionniers spontanément. Tout ce qui est contenu dans ce Business French Pledge est remarquable. Remarquable. Mais tant que ça reste une minorité d'entreprises, on n'avancera pas. Par conséquent, autant sur le plan social, sur le plan de la lutte contre les inégalités, que sur le plan de toutes les aberrations dans lesquelles on vit aujourd'hui, on ne sera capable de remettre de l'ordre que si les entreprises récalcitrantes sont obligées de s'aligner sur celles qui sont les plus à la pointe et qui sont des pionnières. Donc vous voyez que c'est extrêmement concret. Ça se passe dans toutes les négociations à avoir entre le monde de l'industrie, le monde de l'entreprise et le monde politique.
Si c'est vous qui demandez, le monde politique va suivre. Si vous n'osez pas demander, on aura uniquement quelques pionniers, on aura uniquement quelques personnes dans la société civile qui continueront à sonner la sonnette d'alarme, sans aucune action, sans aucun bras de levier et sans aucun résultat. Donc vous voyez pourquoi il y a de l'espoir, c'est parce qu'il y a des solutions, et pour que ces solutions soient mises en place, eh bien, il y a directement votre intervention qui est possible et qui est souhaitée. Donc la balle est dans votre camp, et c'est vous qui serez gagnant. Bonne chance. Merci, merci Bertrand. Alors on va engager notre discussion avec les chefs d'entreprise. Vous l'avez remarqué, le programme de notre REF, c'est climat, inégalité, conflit, quel capitalisme demain. Cette REF a lieu après le G7, comme je le disais, avant la Climate Week de New York à la fin de cette semaine, dans lequel ce sujet sera débattu entre les États. Alors les 4 entreprises qui sont là, qui sont 4 entreprises déjà présentes dans le précédent pledge que nous avions fait pour le One Planet Summit au mois de novembre 2017 et qui renouvelle cet engagement-là. Peut-être que vous pourriez l'un ou l'autre nous dire comment cet enjeu du climat, cette conscience que pour nos entreprises, c'est à la fois une opportunité, si on sait innover pour les solutions dont parlait Bertrand, et à la fois une nécessité de faire autrement. L'une et l'autre de vos entreprises ont pris des initiatives. Chacun d'entre vous, à titre personnel, vous avez des engagements avec lesquels vous emmenez votre entreprise. Alors peut-être que vous pouvez nous les partager. Je propose de donner la parole à Isabelle Cocher pour commencer cette table ronde et nous parler de comment Engie vit cette transition. Bien, je vais parler d'Engie, mais je vais parler aussi en tant qu'entrepreneur, et on est tous ici des entrepreneurs, ou en tout cas en très très grande majorité. Et en fait, notre vocation ou notre condition de survie, c'est de comprendre ce qui émerge. Bon, et là, à coup sûr, ce qui émerge, c'est le sentiment très fort que notre système a touché ses limites. C'est particulièrement frappant, je trouve, au sein de la génération qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail. Et je pense qu'ils nous diront tout à l'heure leur façon de voir. Mais la conscience qu'il faut réinventer le modèle, moi, c'est plus un signal faible. Enfin, je trouve que c'est quand même extrêmement vibrant. Et j'ai un peu l'impression d'ailleurs que le réchauffement a servi de révélateur, parce que c'est quelque chose qui est simple à comprendre, qui avec une unité de mesure unique, qui est le CO2, qui en plus est complètement fongible, donc il y a une espèce de coagulation de la prise de conscience autour du réchauffement, puis qui a quand même embarqué une prise de conscience plus large, j'ai l'impression, c'est plutôt une bonne nouvelle, sur le fait que on consomme, au-delà même du réchauffement, on consomme presque 2 planètes par an, alors que par définition on n'en a qu'une. Et puis qu'au plan humain, il y a beaucoup trop de gens aujourd'hui qui se sentent exclus, laissés sur le bord de la route. Donc voilà. Alors nous, il se trouve qu'entreprise spécialisée dans le monde de l'énergie, on était particulièrement au pied du mur. Engie, c'est un groupe qui est présent dans 70 pays, qui a pendant des décennies bâti des centrales en très grand nombre et qui donc par construction, mécaniquement, est devenu l'un des premiers émetteurs de CO2 du monde. La faute à personne, les technologies étaient celles-là. Donc pour nous, ça a quand même été, là, depuis quelques années, une forme au fond, de repositionnement fondamental, d'abord de réflexion, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on fait partie du problème ou est-ce qu'on fait partie de la solution? Et puis on a pris notre élan. Et on s'est dit qu'on allait devenir exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on allait devenir le spécialiste des solutions zéro carbone. Alors évidemment, on nous a dit que ça ne marcherait jamais, ce serait impossible de gagner de l'argent en faisant ça, que d'ailleurs ce serait impossible d'expliquer aux 165 000 collaborateurs qui composent le groupe qu'effectivement il fallait aller dans cette direction. Et je suis heureuse de vous dire que très peu de temps après, on est 3 ans plus tard, c'est quand même rien à l'échelle d'une entreprise. En fait, on en voit les fruits, parce que ce n'est pas seulement que c'est satisfaisant à faire, c'est que ça fait des entreprises qui rencontrent mieux leur marché. Et nous, on avait un vrai sujet de croissance économique. En fait, on était en décroissance économique depuis des années, entre 5 et 10% par an de décroissance organique. Ça veut dire quand même, c'est un autre révélateur du fait que le modèle ne marche plus. Et on a fait le pari qu'en faisant ça, en prenant des risques, parce qu'on a pris des risques, on allait inverser ça. On allait devenir préféré.
Parce qu'on a fait le pari que ça correspondait à ce que fondamentalement la société veut aujourd'hui. Et ben ça marche. On est 3 ans plus tard, on est reparti en croissance organique positive, 5-6% par an, ce qui est pas mal dans le monde économique d'aujourd'hui. On a amélioré notre productivité. Alors ça relève d'autre chose. C'est parce que l'enthousiasme des équipes pour faire ça a été immédiat, assez largement partagé. Et au fond, on a réussi à améliorer nos process, un peu dans tous les domaines. Donc on a remis en route les moteurs de la croissance organique. On a amélioré notre profitabilité. Notre cours de bourse est reparti dans le bon sens, parce que je ne vous cache pas qu'entre 2012 et 2015, on a été passé, on avait perdu quasiment les 2/3 de notre valeur en bourse. Bon, on est reparti dans le bon sens, dans tous les sens du terme, en baissant nos émissions de CO2 de 50%. Donc voilà, moi, mon message aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas opposer la mise en œuvre de modèles respectueux de l'environnement, respectueux des hommes et la performance économique. Good business, ça va avec good performance. Il n'y a pas à opposer les deux, c'est même exactement le contraire. Et je crois qu'on est rentré dans un monde où les entreprises qui n'intègrent pas ça en profondeur dans leur modèle, en fait, elles vont disparaître. Elles ne vont pas disparaître d'un coup, mais elles vont progressivement être regradées dans le classement, et puis un jour, elles seront complètement out. Voilà, alors ça ne veut pas dire que tout est réglé, mais finalement, nous, notre métier, c'est devenu non plus de produire le plus d'énergie possible et d'être rémunéré pour ça, mais c'est d'aider tous nos clients industriels et collectivités, à faire ce qu'on a fait nous, c'est-à-dire à mettre en œuvre des business models qui sont zéro carbone et qui rendent les entreprises plus compétitives. Et moi, je crois que pour revenir sur la proposition de Bertrand, c'est ça, une croissance qualitative. C'est une croissance qui réconcilie le développement économique et la réparation des dégâts, voilà, si on le dit de cette manière. Merci beaucoup Isabelle. Alors en général, quand on prend le monde de l'entreprise pour parler de ces enjeux climat, des transformations de nos entreprises, on a l'habitude d'écouter les grandes entreprises, à se demander si il se passe quelque chose du côté des ETI, des PME, quelle est leur contribution à cette démarche. Et justement, on a invité une entreprise d'un secteur d'activité dont on peut dire que par rapport à l'enjeu climatique, il a beaucoup de questions et à la fois de remise en cause, mais aussi d'opportunités, qui est le secteur de la chimie. Je remercie François de nous avoir rejoints. Il est le directeur général de Kerouan, que tu vas nous présenter peut-être un peu, et puis nous dire aussi comment, en pilotant ton ETI, les enjeux dont nous parlons sont au cœur des évolutions et ajustements stratégiques. Donc 2 mots sur Kerouan, parce que je pense que c'est nécessaire de présenter l'entreprise. Donc nous sommes une ETI, 900 millions d'euros de chiffre d'affaires, deuxième producteur de PVC en Europe. Et plus généralement, nous sommes actifs dans la chimie du chlore, donc une industrie très traditionnelle. Une des caractéristiques de notre entreprise, c'est d'être un très gros consommateur d'énergie, à notre échelle, puisqu'on consomme 2 TWh d'électricité et à peu près autant de gaz. Pour fixer les ordres de grandeur, 2 TWh d'électricité, c'est à peu près comme une ville comme Toulouse. Donc 1400 salariés qui consomment ça. Dans notre histoire récente, on a connu un épisode compliqué, puisqu'en 2013, on est passé par une phase de redressement judiciaire. Et donc, c'est un moment où la question d'existence même de l'entreprise se pose. Alors, faut-il continuer finalement à avoir une industrie comme la nôtre en France, puisque l'essentiel de notre activité est en France. On a 7 usines, dont 6 en France. Faut-il continuer à exploiter ces usines en France ? Donc, il y a beaucoup de raisons de dire oui, mais il y en a une qui nous concerne aujourd'hui, qui est que si on regarde la façon dont on produit du PVC dans le monde, lorsqu'on produit 1 tonne de PVC, dans l'essentiel de l'outil industriel chinois, on émet 5 tonnes de CO2, quand on en émet 1 tonne en Europe.
Donc laisser partir cette activité industrielle loin de nos frontières n'est pas une solution. C'est une solution qui va peut-être baisser les émissions de CO2 en France, mais qui dégradera l'empreinte carbone de notre pays. Donc le choix qui a été fait, c'est de présenter un plan de redressement au tribunal de commerce résolument orienté vers la baisse de nos consommations d'énergie et la réduction de nos émissions de CO2. Et tout ça avec des investissements qui ont été massifs, qu'on a pu réaliser grâce, et je le souligne, au soutien de l'État, puisqu'on a investi 160 millions d'euros pour convertir l'une de nos électrolyses sur notre site à côté de Martigues. À côté de ces actions, donc il y a des actions de modernisation de l'outil industriel, il y a donc avec des grosses actions, il y a des actions de changement de chaudière, il y a des actions d'optimisation de notre procédé. On a réussi en un peu moins de 5 ans à réduire notre consommation d'énergie de 20% et à réduire nos émissions de CO2 de 25%. Donc même sur des industries très traditionnelles comme nous, on a les leviers, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des leviers technologiques, ils existent. Il faut s'en emparer avec résolution et y croire et aller de l'avant. On a pour les années qui viennent à nouveau un programme du même ordre, donc on devrait voir nos émissions baisser du même ordre. Il y a 2 points pour conclure sur lesquels je voudrais insister. Le premier, j'ai pris l'exemple de la Chine tout à l'heure. Si on peut prendre l'exemple des États-Unis, l'essentiel, enfin à peu près la moitié de la production de chlore aux États-Unis se fait avec des émissions et des consommations d'énergie qui sont le double de ce qui se fait en Europe. Donc pour une entreprise comme la nôtre, s'engager dans des programmes comme ça, c'est engager à la fois toutes les ressources financières dans ces projets-là, mais également toutes les ressources humaines. Donc c'est des moments de fragilité. Et on est absolument convaincu qu'on prépare l'avenir, que ce sera l'avenir, mais la période de transition est une période de fragilité et il faut qu'on prenne garde de maintenir ce tissu industriel en France le temps de cette transition. Parce que je ne crois pas qu'on reconstruira un tissu industriel qu'on a laissé se défaire. Donc, j'en appelle au pouvoir politique, si je puis dire, pour nous soutenir dans cet engagement qui est absolument fondamental. Voilà ce que je voulais dire. Merci François. Alors on a parlé du secteur de l'énergie, du secteur de la chimie, un secteur qu'on a l'habitude d'appeler le secteur de l'environnement. Et donc en donnant la parole à Bertrand Camus, qui est le directeur général de Suez, donne la parole à une entreprise qui, par définition, semble vivre une proximité avec les enjeux dont nous parlons qui est grande, mais une proximité aussi qui n'oublie pas à la fois les risques et les opportunités, le fait que pour faire votre métier, vous êtes aussi vous-même un émetteur important. Comment vous engagez ce dialogue entre le métier que vous faites pour l'eau, pour les déchets, et votre propre capacité de devenir vertueux? Avant de répondre plus précisément à votre question, ça fait partie des sujets que l'on discute énormément en interne, puisqu'effectivement nous sommes acteurs des métiers de l'environnement, mais on essaie de dire voilà, quel est l'enjeu auquel nous devons faire face. Et dans ces enquêtes internes, dans ces discussions, ce qui ressort, c'est une certaine forme de passion pour l'environnement et de se dire voilà, comment est-ce que cette planète sera encore vivable en 2050 avec 9 milliards d'habitants, et ceci dans le contexte du réchauffement climatique. Et on voit que ceci a des implications sur voilà, tous nos métiers, la façon dont nous exerçons nos métiers. Nous avons été beaucoup dans la préservation de l'environnement. Nous avons passé l'étape de tout ce que nous pouvons faire pour atténuer l'impact de nos activités et celle de nos clients sur l'environnement. Et maintenant, on bascule dans un nouveau monde où il faut aussi parler de restauration du milieu naturel et puis d'adaptation, puisque ce changement climatique est une réalité. Il n'y a qu'à voir les centrales nucléaires qui ont dû suspendre leur production cet été puisqu'il n'y avait pas suffisamment d'eau ou qu'elle était trop chaude. Alors, ce qui est positif, et je suis totalement aligné avec ce que disaient Bertrand Piccard et Isabelle, c'est qu'il y a des solutions. Moi, j'aime bien prendre l'exemple à 250 mètres vol d'oiseau d'ici, qui s'appelle la Seine. Dans les années 70, il n'y avait plus un poisson. Et maintenant, on parle de baignade en Seine dans le cadre des Jeux Olympiques. Alors, ça peut paraître gadget,
Mais il faut se rendre compte que les investissements qui sont nécessaires pour pouvoir se baigner dans la Seine sont exactement les investissements qui vont être nécessaires pour faire face au réchauffement climatique, ce qui veut dire moitié moins d'eau en été dans la Seine et donc un plus fort impact des pollutions. Donc ces solutions existent, c'est un combat mondial. On a parlé des feux de forêt en Amazonie, on pourrait parler d'autres sujets. Il n'y a pas de frontières sur le mouvement de l'eau, de l'air. Et donc aussi, c'est très important de pouvoir développer des solutions adaptées à ces pays, puisque c'est, je pense, un peu simpliste de vouloir culpabiliser sans apporter de solutions. Pourquoi est-ce que ces pays n'auraient pas le droit de pouvoir se développer comme nous l'avons fait dans les décennies passées? Et donc, comment les aider, trouver des solutions business pour pouvoir mener ce développement dans un cercle vertueux? Alors, ce qui est très intéressant pour des passionnés de l'environnement comme nous, moi j'ai 25 ans de maison, c'est de voir le niveau de mobilisation, alors au niveau des citoyens. J'apprécie beaucoup l'initiative des étudiants, parce qu'il va falloir changer nos comportements. Les entreprises, vous êtes là, nous sommes là, le pledge. Les gouvernements, il ne faut pas croire que ce que l'on entend de M. Trump ou de M. Bolsonaro. Moi, j'étais à Saint-Pétersbourg au Forum économique. Le président Xi, il a fait 20 minutes de discours. Il a dû prononcer le mot développement durable 40 fois. Et puis, les investisseurs, on a la chance d'avoir la Société Générale, donc on a besoin aussi de pouvoir financer l'ensemble de ces projets. Donc, si je reviens au niveau de l'entreprise, nous, notre engagement, c'est lequel? D'abord, l'engagement de nos collaborateurs. Vous êtes des entrepreneurs, vous savez que tout passe par les équipes dans l'entreprise. Et donc, être capable d'attirer des talents, de continuer à former pour pouvoir mieux servir nos clients. Il y a une feuille de route développement durable très précise. Gilles l'a mentionné, avec des actions à la fois sur l'atténuation et sur l'adaptation. Alors cette feuille de route, elle a été construite au moment de la COP21, quand l'objectif de 2 degrés à la fin du siècle était celui qui était considéré raisonnable. Cet objectif a été baissé à 1,5 degré récemment. Et donc nous sommes en train d'actualiser notre feuille de route pour pouvoir incorporer ces nouveaux objectifs. Et puis enfin, l'innovation, les solutions. On en a parlé, je vous ai parlé de la baignade en Seine, je pourrais vous parler de ce que l'on fait sur les plastiques, de la chimie verte dans le traitement de l'eau, de la production de biogaz à partir de boues de stations d'épuration. Mais moi, il y a aussi un sujet qui est pour moi très important, c'est tout ce qui est le sociétal. Ce que l'on fait par exemple en pays émergents, être capable d'amener des services essentiels comme ceux de l'eau potable, c'est une vie beaucoup plus agréable pour les hommes et surtout pour les femmes, qui sont souvent les premières victimes de ces services de basse qualité. Et voilà. Et donc notre enjeu, c'est d'être capable de développer l'ensemble de ces solutions, indépendamment du niveau de développement de pays, pour pouvoir apporter des solutions concrètes à ces enjeux. Merci Bertrand. Alors, probablement qu'un certain nombre d'entre vous, vous connaissez un organisme qui est lié au MEDEF qui s'appelle Entreprises pour l'environnement. Entreprises pour l'environnement, il n'y a pas très longtemps, a publié une enquête qui s'appelle Zen 2050, dans laquelle le thème était comment imaginer et construire une France neutre en carbone. Alors évidemment, on retrouve des entreprises comme Michelin, Saint-Gobain, Schneider Electric, les entreprises des dirigeants qui sont ici dans cette étude, mais quand on regarde les acteurs économiques qui ont contribué à cette étude, on y trouve aussi la Caisse des dépôts, BNP Paribas, le Crédit Agricole et la Société Générale. Et donc, face au débat dans lequel nous sommes dans cette table ronde, face à cet enjeu climat dans lequel on entend bien et on comprend bien que les industriels ont à réfléchir à la manière de produire, à leur efficience et aux solutions qu'ils mettent sur le marché sur le sujet, la question sous-jacente ou une question complémentaire et peut-être même une fondation de ces questions, c'est comment le monde économique, le monde financier prend en compte l'ensemble des sujets dont parlait Bertrand Piccard et qu'est-ce que ça dit lorsque l'on pilote une banque comme la Société Générale de tenir cette démarche. Moi, ce qui me frappe énormément en écoutant les industriels qui sont ici, mais en rencontrant nos clients et en lisant aussi certains pledges que j'ai eu l'occasion de lire, c'est à quel point cette transition écologique impacte en profondeur les modèles, les business models, parfois en rupture des entreprises.
le niveau d'engagement aussi des entreprises pour faire face à ces défis écologiques. Et puis bien sûr, l'ampleur des financements et des investissements nécessaires pour assurer cette transition écologique. Pour vous donner des ordres de grandeur, la Commission européenne évalue à plus de 520 milliards par an les besoins d'investissement pour la seule transition énergétique. S'ajoutent évidemment toutes les autres transitions nécessaires pour faire face aux défis écologiques. Donc tout ça impose une réallocation massive de capitaux. Ça impose également de la part des banques de développer des expertises nouvelles, des solutions nouvelles pour faire face à ces financements, d'innover, de prendre aussi en compte dans la gestion des risques, ces évolutions, ces vulnérabilités créées par les évolutions climatiques, et aussi d'être capable de financer les nouveaux modèles qui naissent face à ces adaptations. Donc la Société Générale, très tôt, s'est mobilisée. Dès 2015, nous nous sommes engagés à inscrire l'évolution de notre portefeuille de crédit dans la trajectoire COP21, en dessous des 2 degrés. Et concrètement, comment on fait ça ? Ça impose des décisions, des choix difficiles, une mobilisation importante et un travail très étroit avec les clients et les entreprises. Premièrement, nous nous sommes engagés très fortement à financer les énergies renouvelables. Nous les finançons depuis plus de 10 ans. Et nous nous sommes engagés à financer à hauteur de 100 milliards d'euros d'ici 2020 la transition énergétique. Nous sommes en 2019 et nous sommes quasiment à cet objectif avec un an à l'avance. Et pour ce faire, nous avons développé des nouvelles offres de financement, les obligations vertes que Engie connaît bien, qui est un des leaders dans l'utilisation des obligations vertes, mais aussi des solutions innovantes comme le crowdfunding. Nous avons un stand ici de Lumo que vous avez peut-être vu, qui finance les énergies renouvelables en faisant appel au financement participatif. Le deuxième engagement, très important et priorité, a été la réduction du financement des énergies les plus carbonées. Et en particulier, la priorité a été le désengagement du charbon, avec l'engagement d'arrêter les financements dédiés dès 2016. Et puis récemment, il y a quelques semaines, d'arrêter de financer les entreprises charbon et de sortir complètement de ces financements d'ici 2030 ou 2040 selon les régions. Au-delà du secteur de l'énergie, qui bien sûr concentre des efforts considérables, des financements considérables, nous avons créé des solutions et développé des offres pour d'autres secteurs, comme par exemple la mobilité, un secteur très, très important, avec une filiale de location longue durée ALD, avec également des initiatives pour la décarbonisation du secteur maritime. Nous sommes un des initiateurs des principes Poséidon. Les villes durables, et puis de façon très importante pour la Société Générale, le développement durable à bas carbone de l'Afrique, qui est une de nos priorités stratégiques, je pense est très importante aussi pour nous, Européens. Enfin, nous sommes aussi une entreprise, on a une banque qui accompagne la transition de nos clients, mais aussi soucieux de réduire notre propre empreinte carbone. Et nous avons lancé une initiative de taxe carbone interne qui nous permet de financer des initiatives proposées par nos collaborateurs. C'est un facteur d'engagement considérable pour les collaborateurs de pouvoir contribuer en apportant des nouvelles idées. Alors je voulais juste, pour finir, partager une conclusion, et c'était une conviction, c'était les propos aussi d'introduction. C'est que dans cette transition écologique, ce qui va être important dans la réinvention des modèles économiques, ça va être de concilier les deux impératifs les plus importants de notre temps, qui sont le climat et la réduction des inégalités. Et finalement, c'est de cet équilibre-là, la capacité de concilier ces deux impératifs,
qui va permettre en fait d'atteindre une croissance qui ne sera ni le chaos social ni le chaos environnemental. Et ça va nécessiter une coopération et une action collective. Et puis enfin, la deuxième conviction, c'est que les entreprises ont un rôle clé à jouer. On voit bien que les solutions viennent des entreprises, qu'elles ont cette capacité d'innover. Et nous avons une forte responsabilité en tant que banque de les accompagner dans cette transition. Mais nous pensons aussi que c'est une formidable opportunité et une source de confiance aussi quand on voit finalement l'engagement des entreprises. Merci Diony. Alors, comme je vous le disais en introduction de cette plénière de clôture, on a la chance d'avoir parmi nous Emmanuel Huet et Théo Miloche. Dans la précédente table ronde, Virginie Raison disait « On voit bien qu'il y a une jeunesse qui attend ». Et puis, par ailleurs, nous voyons tous, évidemment, Greta, mais derrière Greta, tous ceux qui suivent ce sujet, beaucoup de jeunes qui, partout dans le monde, se mobilisent, agissent, prennent la parole, pensent à cette planète A qui est la leur pour le reste de leur vie. Et en France, il y a une initiative d'étudiants que beaucoup d'entre vous connaissez, que tous les autres allaient découvrir, qui est le Manifeste pour le réveil écologique. Théo et Emmanuel sont de ces acteurs de la première heure de l'équipe qui a mobilisé les étudiants pour ce manifeste. Alors, à nous écouter, finalement, vous entendez des entreprises mobilisées qui prennent en compte le sujet et, comme Bertrand Piccard le précisait, souhaitent contribuer à l'agenda des solutions. Au fond, pouvez-vous à la fois nous dire quelques mots sur votre initiative, ce qu'elle a été l'an dernier, ce qu'elle pourrait être cette année, et puis comment vous réagissez à ces propos de dirigeants d'entreprise et qu'est-ce que vous avez envie de leur demander en complément? Théo. Merci. Déjà, j'aimerais commencer en fait en revenant sur une intervention de ce matin qui m'a marqué. C'était celle de M. Sarkozy, dans laquelle il balayait d'un revers de main la crise climatique pour dire que l'enjeu de notre siècle était démographique. Donc non. On a là, deux enjeux extrêmement compliqués, difficiles à traiter, et on ne peut pas se permettre de les évoquer aussi légèrement, d'autant que les deux sont très liés, et ça tombe bien parce qu'on est là pour en parler. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, le Manifeste étudiant pour un réveil écologique, c'est un groupe d'étudiants, 30 000 en France, rassemblés autour d'un texte qui dit notre conscience du péril climatique et des limites écologiques de notre modèle économique actuel. À l'origine, il y a un groupe d'étudiants de grandes écoles qui ont justement fait part de leur effarement face au manque d'ambition généralisée en matière de transition écologique. Rapidement, le texte s'est diffusé sur les réseaux sociaux et il a reçu le soutien de 30 000 signataires, 30 000 étudiants issus de 300 établissements d'enseignement supérieur français. Donc face au défi du changement climatique, ces étudiants ont d'abord pointé les défaillances de l'enseignement supérieur français. Il y a une urgence à faire en sorte que les établissements d'enseignement supérieur apportent les compétences et les connaissances nécessaires à leurs étudiants, à la jeunesse, pour qu'on soit à la hauteur finalement des défis scientifiques et techniques qui vont se poser à nous. Le fil directeur finalement de notre action sur ce volet-là, c'est de dire que les étudiants à la fin de leur parcours académique doivent être informés des enjeux et formés pour y répondre. Et on peut vous garantir, en tant qu'étudiant actuel, que ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Si l'enseignement supérieur doit évoluer, c'est aussi le cas pour le monde du travail. Il faut valoriser finalement ces connaissances et ces compétences acquises dans le domaine de la transition écologique. Et il faut leur donner une liberté d'action dans la conduite de la stratégie d'entreprise. C'est le deuxième axe du manifeste, finalement. Les signataires ont affirmé leur refus de travailler pour des entreprises qui vont à l'encontre de leurs convictions. Et c'est joliment résumé dans cette phrase qui avait été reprise. À quoi bon aller au travail à vélo si c'est pour contribuer aux activités d'une entreprise qui participe à l'aggravation du réchauffement climatique ou à l'épuisement des ressources.
Donc vous le savez, le réchauffement climatique, les changements climatiques, l'effondrement de la biodiversité, l'épuisement des ressources, ça pose des risques de plusieurs ordres aux entreprises, des risques physiques d'abord, sur les infrastructures, sur les circuits d'approvisionnement, des risques assurantiels dont on entend de plus en plus parler, des risques légaux aussi qui montent. Et finalement, le manifeste vient rendre visible une nouvelle forme de risque qu'on a identifié comme un risque de recrutement. Et les entreprises qui seront réfractaires à ce changement ou trop peu ambitieuses dans le cap qu'elles se fixent se verront opposer en fait un refus croissant des jeunes diplômés à venir rejoindre leurs équipes. Depuis la parution du texte, les étudiants du manifeste ont souhaité dépasser le positionnement de lanceurs d'alerte pour aller à la rencontre des responsables d'enseignement supérieur, pour aller à votre rencontre, les patrons d'entreprise, pour répéter notre message et essayer d'identifier ensemble les freins à un changement plus ambitieux. Finalement, depuis le début de l'année, on a conduit plus d'une centaine de rendez-vous. Et à partir de ce cycle d'échanges et des conclusions qu'on en tirait, on a développé des outils à destination des signataires qui sont distribués, qui leur seront fournis dès la rentrée, pour qu'ils aillent plus loin dans leur démarche sur nos deux volets, nos deux axes de travail que sont la formation et l'emploi. Comment faire évoluer dans leurs écoles les formations défaillantes sur les enjeux de transition écologique, comment bien choisir son employeur tout en sachant déceler le greenwashing. C'est finalement les deux axes de travail, les deux priorités qu'on s'est fixées pour avancer sur ce combat-là, parce que de notre point de vue, on n'a pas le temps d'attendre d'avoir les positions, les postes à responsabilité qui sont les vôtres pour agir. Merci. Merci Théo. Merci Théo pour cette description de votre mobilisation. Alors justement Emmanuel, quand on a cette description de mobilisation, vous avez eu accès au pledge dès le début de cette semaine. Vous venez d'entendre 4 chefs d'entreprise sur les mobilisations et les ajustements de leur entreprise. Comment vous avez envie de réagir à ce que vous entendez et de compléter au fond l'échange, le débat, et qu'est-ce que vous aimeriez leur demander ? Au fond, c'est très positif. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la volonté. Oui, il y a des choses qui avancent. Il y a de plus en plus de personnes qui se mobilisent pour le changement climatique. L'État commence à refuser des accords commerciaux pour des motifs liés au climat. La question écologique commence enfin à prendre l'ampleur et prend enfin la place qu'il est de droit dans le débat public. Mais je pense que vous le savez aussi bien que nous, les choses vont trop lentement pour qu'on puisse éviter la catastrophe. Et cela parce que collectivement, on est encore très loin des objectifs que l'on s'est fixés pendant les accords de Paris en 2015. Et en écoutant les entreprises qui sont là, on se demanderait comment ça se fait qu'on est aussi loin de ces objectifs si tout le monde s'engage. Et la réalité, c'est peut-être parce que pas assez de monde s'engage, et s'engage trop peu, ou s'engage de manière plus communicationnelle que dans les faits. Et les faits viennent nous le rappeler. Le mois de juillet a été le plus chaud jamais enregistré depuis qu'on a commencé à observer et à enregistrer les températures. Il y a encore beaucoup de gouvernements et d'industries qui nient en bloc les réalités du changement climatique. Il y a encore un effondrement de la biodiversité qui est de plus d'1 million d'espèces en voie de disparition, comme nous les rappellent les derniers rapports de l'IPBES, par exemple. Alors, des annonces seront faites, oui, à l'issue de cette table ronde, et nous ne pouvons que nous en réjouir, et nous remercions les entreprises qui ont pris l'initiative et le leadership pour enclencher ces changements. Mais en tant qu'étudiant, futur diplômé, et puis simplement en tant que citoyen, on aimerait vous demander d'aller plus loin, à la fois collectivement et chacun. Et c'est peut-être une bonne configuration ici d'avoir à la fois des représentants du gouvernement, du monde des entreprises et des citoyens, pour qu'on arrête enfin de se renvoyer la balle en disant que c'est à l'autre de commencer à agir. Et je pense qu'il y a des choses bien qui sont faites de ce côté-là. Et ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est pas seulement que vous sortiez de cette table ronde en vous demandant quelle doit être votre prochaine politique RH pour attirer
les jeunes de grandes écoles qui sont très alarmés par ces enjeux écologiques, mais vraiment que vous ayez une réflexion plus profonde sur votre rôle à long terme dans la transition écologique et qu'il y ait plus d'ambition dans ces changements et que l'impératif écologique soit au moins sur le même plan que l'impératif économique, si ce n'est encore plus loin, encore au-dessus. Et alors peut-être qu'est-ce qu'on entend par là? L'un des projets sur lequel on a travaillé est un questionnaire que nous avons écrit et que nous allons transmettre à des entreprises qu'on a rencontrées jusque-là et dont bon nombre font partie, bon nombre des entreprises à nos côtés font partie. Et la question est la suivante, c'est comment vous pensez utiliser votre capacité d'action en tant que dirigeant pour entraîner vos parties prenantes externes et entraîner l'ensemble des personnes en interne dans ces transformations profondes. Et j'entends par là, peut-être préciser ma question avec l'ensemble des trois questions qui font partie de ce questionnaire et qui ont pour but de mieux cerner la réalité et l'ampleur de vos engagements. Avez-vous mis en place des formations d'au moins 20 heures sur les soubassements physiques des enjeux climat, biodiversité et d'épuisement des ressources à destination de votre comité exécutif, votre CA, de vos cadres et de l'ensemble de vos collaborateurs? Est-ce que les enjeux climat et biodiversité sont pris en compte, ont déjà influencé la revue stratégique de vos actifs? Est-ce que vous avez une réflexion vraiment profonde sur l'utilité des produits que vous mettez sur le marché et sur une démarche qui se veut plus sobre, puisqu'on a quand même un certain épuisement des ressources? Donc voilà, l'ensemble de ces questionnements viennent du jeunesse qui attend vraiment des réponses fortes. Et encore une fois, les questions que l'on pose sont à destination de l'ensemble des entreprises ici, et pas seulement celles qui sont sur scène, et qui ont au moins l'avantage d'être très leaders et de prendre des vrais engagements là-dessus. Merci Emmanuel. Alors, l'un ou l'autre d'entre merci. Au fond, chaque entreprise aura à répondre profondément à ce questionnaire, mais ce qu'il y a derrière cette question, c'est comment vous, dirigeants, qui voyez clair par rapport à l'avenir de la société et à ce que votre entreprise doit porter comme contribution, Isabelle l'a un peu dit dans son propos, comment vous embarquez à la fois les collaborateurs, les rendre plus intelligents sur le sujet et mobilisés, d'une part, et puis peut-être quelles relations, comment interagissez-vous avec vos parties prenantes? Peut-être que l'un ou l'autre peut prendre la parole, on sent qu'on est à la fin de cette université d'été. On le prendra, vous écrirez, etc. Mais là, qu'est-ce que vous voudriez dire par rapport à ces questions? Isabelle. En termes de représentation, déjà, moi, je ne crois pas qu'on soit dans la situation où les entreprises détiennent une espèce de vérité, où tout d'un coup, on aurait, en tant qu'entrepreneur, tous pris conscience du problème, mais où on aurait à convaincre la société. En fait, je pense que c'est un peu l'inverse. Je pense qu'une grande partie de la société, elle est en train de nous challenger terriblement. Et alors, c'est le plus frappant, c'est effectivement la génération qui arrive. Et moi, je vous remercie, vous êtes courageux. C'est pas très facile de dire ce que vous avez dit ici aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, je vois une portion seulement des jeunes qui rentrent chez Engie chaque année. Et de temps en temps, j'ai l'impression que c'est moi qui passe l'entretien d'embauche, franchement. Parce que vous êtes super clair sur ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. Et je pense que la vraie révolution, elle est là, en fait. Le monde a changé de lunettes. Donc, c'est plutôt le sujet, c'est plutôt comment est-ce que l'entreprise, elle va assez vite dans sa manière dont elle repense complètement son utilité, sa vocation, plutôt que l'entreprise qui aurait à convaincre la société. Après, je pense qu'il y a un enjeu de vitesse. Moi, je n'ai pas de doute que ça va arriver parce que cette génération que vous représentez, c'est nos futurs consommateurs, c'est nos futurs salariés, c'est nos futurs actionnaires, accessoirement. On râle que nos actionnaires institutionnels, notamment les groupes cotés, sont un peu lents à la détente, mais en fait, ce n'est pas leur argent, c'est le nôtre ici. Et je pense que la nouvelle génération, là-dessus aussi, pas seulement en tant que consommateur, pas seulement en tant que salarié, mais aussi en tant que force épargnante, elle va se mobiliser. Donc, de toute façon, ça va venir. Le sujet, c'est que c'est une course contre la montre, c'est la vitesse. Et je crois que notre rôle à nous, entrepreneurs, c'est d'essayer de nous attaquer, alors chacun dans nos domaines, mais aux freins qui font que
Il n'y a pas encore de déclenchement massif, on n'y est pas du tout, à vrai dire, on n'est pas du tout sur les 2 degrés, il faut quand même qu'on se le dise ici. Bon, il faut s'attaquer aux freins. Alors nous, à notre modeste échelle, on a décidé de s'attaquer à un frein qui est, et Bertrand, tu l'as un peu dit tout à l'heure, qui est de faire en sorte que les solutions qu'on propose, elles ne soient pas plus chères. Parce que, pour moi, j'ai une conviction, c'est qu'il n'y a pas la place pour une augmentation des prix de l'énergie aujourd'hui. C'est quand même frappant, hein. Il y a les étudiants dans la rue le vendredi, puis le samedi, il y a les gilets jaunes. Fin du monde, fin du mois. Comment on en sort? C'est ça le sujet. Nous, on s'est dit, bon, bah, notre premier métier, ça va être de faire des économies d'énergie aux gens, aux entreprises. Et en fait, à chaque fois que vous verrez le chiffre d'affaires d'Engie augmenter, c'est qu'on aura provoqué plus d'économies d'énergie chez les gens. On a inversé le business model. Donc ça, c'est un frein. On ne peut pas ne pas entendre les sujets de pouvoir d'achat. Je ne crois pas ça du tout. On a une société qui est fracturée quand même, beaucoup. Donc il faut qu'on trouve le point de sortie par le haut, il faut réconcilier les deux. Bon, et puis alors, si j'ai encore une minute, il y a une deuxième chose qu'à mon avis, il faut faire. Le frein, c'est l'augmentation, le risque d'augmentation des coûts pour la vie des gens, d'accord? Mais le moteur, c'est la pression sociale. C'est précisément la pression sociale. Donc tout ce qu'on pourra faire pour que toutes les entreprises du monde soient progressivement obligées de discloser ce qu'elles font, ça, à mon avis, c'est super puissant. Il y a ce que tu as dit tout à l'heure aussi, qui est faire en sorte que par la réglementation, les niveaux de standards augmentent. Mais je pense que ce qui ira beaucoup plus vite, c'est le bashing. Je crois vraiment ça. C'est-à-dire que plus les entreprises vont être amenées à dire ce qu'elles font, plus elles vont être obligées de faire bien. Parce que si elles ne font pas bien, regardez ce qui se passe, il y a déjà un certain nombre d'exemples autour de nous. Là, pour le coup, la correction, elle sera immédiate. Donc voilà, moi je pense qu'il y a là deux choses qu'il faut qu'on attrape et sur lesquelles il faut qu'on travaille très concrètement. Avant de donner la parole à Bertrand pour quelques mots, est-ce que l'un ou l'autre Juste, j'ai rencontré 3 de vos représentants du collectif il y a un peu moins de 6 mois. Alors déjà, j'étais passé au gris, je ne sais pas pour ceux qui y sont passés ou pas, et c'était super pro. Vraiment, les questions très pointues, très bien amenées et très professionnelles. Et voilà, je ne peux que dire les mêmes préoccupations que celles qu'a mentionnées Isabelle, c'est l'urgence. C'est maintenant qu'il faut agir. Si on veut pouvoir infléchir les courbes, ben on parle de 2050, 2100, mais c'est maintenant qu'il faut agir. De l'innovation, et on a vraiment besoin de faire les choses différemment, puisqu'il faut trouver des solutions adaptées, locales, au bon prix. Le mètre cube d'eau en France, c'est 3,50 € TTC. On n'alimentera pas l'Afrique avec de l'eau à 3,50 € TTC du mètre cube. Donc voilà, il faut du décentralisé, du smart, d'autres approches, et puis du collectif, parce qu'on a une société qui a eu tendance à aller vers des solutions très individualisées, et ces enjeux, ces problèmes ne peuvent se résoudre qu'avec un collectif fort. Merci. Un mot? Juste un mot, oui, moi je partage complètement aussi votre opinion qu'il faut prendre en compte toutes les parties prenantes et qu'on a un enjeu de mobilisation et d'engagement de l'ensemble de nos collaborateurs. Pour une banque en particulier, les collaborateurs, les employés, c'est notre force vitale. Nous n'avons pas d'usine. Eux nous interpellent aussi, comme vous le faites. Et ils s'engagent, ils ont envie effectivement de faire partie d'une entreprise qui a un impact positif et qui s'engage face à ces défis climatiques. Donc oui, nous agissons aussi avec nos collaborateurs. Bon, et puisque je suis quand même directeur développement durable de Schneider Electric, moi je suis assez impressionné de comment, quand nos entreprises, comme ça a été dit par Isabelle, mobilisent les collaborateurs sur ces sujets, on découvre avec beaucoup de bonheur que beaucoup d'eux sont des citoyens engagés dans leur vie personnelle et ont une compétence et une connaissance de l'ensemble de ces engagements, et aussi parce qu'ils ont des enfants qui les poussent un peu sur le sujet. Et ils sont des forces d'innovation, y compris quand ce n'est pas leur métier d'être force d'innovation, assez extraordinaires, dont nos entreprises auraient un immense intérêt de ne pas passer à côté. Et donc, vouloir transférer cette question que l'on se pose en stratège d'entreprise à tout le corps social de l'entreprise, c'est difficile. Mais je peux témoigner que ça apporte beaucoup de volontariat chez beaucoup de collaborateurs qui sont prêts à changer leur vie et, comme tu le disais, pas seulement venir en vélo, mais aussi avoir un autre travail. Et en ce sens-là, il me semble qu'on ouvre des pistes nouvelles dans lesquelles chacun est un peu plus acteur, y compris à l'intérieur de l'entreprise. Bertrand ? On entend souvent
parlé de la nécessité de changer le modèle économique et certains vont même jusqu'à dire qu'on est aux limites du système capitaliste. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne fait pas du capitalisme. On ne fait absolument pas du capitalisme. Parce que le capitalisme a comme but d'augmenter le capital. Et aujourd'hui, on diminue le capital. On diminue le capital humain en écrasant la moitié de l'humanité avec des salaires de misère, donc on les écarte des circuits de consommation, on détruit le capital environnemental, on épuise les ressources naturelles, et en plus de ça, on favorise les distorsions de concurrence en permettant à des entreprises qui ont des visions égoïstes à court terme d'être en compétition avec les entreprises qui prennent des engagements à long terme. Donc on ne fait pas du tout du capitalisme. Et d'où vient le malentendu ? À mon avis, il vient du clivage politique, gauche-droite. Si on vote à gauche, c'est parce qu'on aime la solidarité et l'écologie. Si on vote à droite, c'est parce qu'on aime la sécurité et la responsabilité individuelle dans l'entrepreneuriat. Mais on a besoin des quatre. Et les quatre valeurs devraient être transparties. Et quand un parti politique aujourd'hui, qui est à gauche, commence à parler de sécurité ou d'entrepreneuriat, ou quand un parti de droite commence à parler de réduction des inégalités et d'écologie, eh bien on l'accuse d'empiéter sur la plate-bande de l'autre. Eh bien, moi, je vous encourage à empiéter sur la plate-bande de tout le monde, parce que ce n'est qu'en empiétant sur toutes les plates-bandes qu'on arrivera à avoir des prairies fleuries, et pas en continuant dans son petit précaré. Merci beaucoup. Alors, ils vont... chacun de ces intervenants, que je remercie, va rejoindre la salle, si je peux dire ainsi. Et pendant ce temps-là, Geoffroy va me rejoindre. Bon alors Geoffroy, au fond la question elle est simple, on est à la fin de cette REF, on est encore dans cette session sur le climat et l'engagement des entreprises sur le sujet. Dès qu'on a eu avec la commission développement durable du MEDEF une discussion avec toi sur ce pledge que nous avions pris au moment du One Planet Summit en novembre il y a maintenant 2 ans, tu as dit il faut qu'on fasse quelque chose de fort à la REF et montrer que les entreprises sur ce sujet-là se bougent et le font aussi collectivement, prennent des engagements. Au fond, peux-tu expliquer aux uns et aux autres ce qu'il y avait derrière cette volonté et pourquoi ça te paraît important ? Alors, rebonjour à tous. Je suis désolé, vous allez le constater rapidement, je n'ai plus de voix. Je l'ai perdu d'abord dans un hôtel climatisé, ce qui m'apprendra à ne pas mettre de climatisation. Et puis hier dans mon discours. Alors oui, moi j'ai voulu qu'on termine ces 2 jours par ces engagements. D'abord parce que je suis un entrepreneur, vous êtes des entrepreneurs et qu'on sait bien que quand il n'y a pas d'engagement chiffré, on part vite dans le discours, j'ose pas dire politique, Madame la Ministre, mais en tout cas le discours sans engagement. Et c'est vrai que cette initiative de Climate Pledge, chiffrée, vérifiable, quantifiable, contrôlable par des tierces parties, c'est un peu la quintessence de la logique d'entreprise. C'est pour ça que j'ai trouvé parfait de finir, de clore ces 2 jours placés sous le signe de la modernisation du MEDEF par ce défi majeur. Alors bon, je ne vais pas être trop long sur le défi, vous le connaissez. Juste un mot pour Théo, je crois. Je ne suis pas le porte-parole de Nicolas Sarkozy, comme disait Xavier Bertrand, mais il a dit une chose un tout petit peu différente. Il a dit qu'il ne faut pas que le défi climatique nous empêche de voir le défi démocratique et que les deux s'articulent. Et je pense qu'il a assez raison. Parce que malheureusement, c'est ni malheureux ni heureux, la croissance démographique qui est embarquée, et celle-là on ne peut pas la faire diminuer, on ne peut pas y faire grand-chose, sauf à prendre des mesures presque totalitaire d'une certaine manière, a un impact indiscutable sur les phénomènes climatiques. Donc, en tout cas, c'est la manière dont moi je l'ai pris, c'est le message que je porte. L'autre point qui me paraît important,
c'est que par rapport à ces engagements volontaires, on ait un effet d'entraînement. Je crois que c'est Emmanuel, votre prénom, c'est ça, qui disait, mais on voit plein d'entreprises qui prennent des engagements, mais il ne se passe rien. Ben, il ne se passe rien au niveau mondial. Pourquoi? Parce que la France, c'est 3% du PIB, c'est 1% des émissions climatiques, de CO2, pardon. Et la France est vertueuse. Depuis 10 ans, les émissions des industries françaises, des entreprises françaises, ont baissé de plus de 20%. Et malgré ça, la planète se réchauffe, mais aussi l'empreinte carbone du pays continue à augmenter. Pourquoi? Parce qu'on importe. Et parce qu'on importe des produits qui ne sont pas toujours aussi vertueux. Alors, je ne vais pas parler de fiscalité carbone aux frontières, on sait que c'est un sujet complexe, mais malgré tout, c'est un sujet. Le troisième point sur lequel je veux insister, moi je viens du monde de la tech, Bertrand Piccard a dit tout à l'heure, les solutions sont là, elles sont encore parfois très onéreuses. Dans des industries lourdes, elles ne sont pas toujours développables à l'échelle de la planète. Et là, on a besoin d'intelligence, là, on a besoin d'R&D, là, on a besoin de jeunes diplômés, ingénieurs ou commerciaux qui vont se mettre, qui vont mettre tout leur talent, toute leur énergie à peut-être pas réinventer les solutions, mais les déployer à grande échelle. C'est par la technologie qu'on résoudra le dilemme qu'a très bien résumé Bertrand. On ne peut pas rentrer en décroissance, parce qu'à part quelques illuminés, personne ne revenir à l'âge des cavernes, mais on ne peut pas continuer à produire en consommant autant de CO2. C'est ça le dilemme qu'on doit résoudre. Donc, nous allons avoir presque 100 entreprises, c'est ça, qui vont s'engager devant vous. Et l'idée, c'est que chaque année, on puisse, probablement dans ce lieu qui a l'air d'être plutôt une réussite, en tout cas si j'en crois vos retours et vos témoignages, il n'y a pas de climatisation d'ailleurs, donc probablement dans ce lieu, chaque année, on puisse faire le point de ces engagements, voir où on en est dans la courbe. On sait qu'on veut la neutralité carbone en 2050, mais d'ici là, il y a des points dans la courbe à atteindre. Merci, je laisse la place à la ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci. Alors peut-être quelques mots. Ah, pardon. Non, peut-être quelques mots. Un scoop qu'on a vous partagé avec Geoffroy Roux de Bézieux par rapport à ce pledge. Ah oui. Alors, vous aurez tous, le document est en ligne, les engagements des 99 entreprises qui, au fond, dans ces engagements, ont fait en une seule page, une par une, la réponse à 4 questions. Il y a toutes celles qui avaient déjà pris un engagement il y a 2 ans, qui était un engagement pour les 5 ans qui couraient jusqu'en 2023. Eh bien, elles commencent à faire évaluation à mi-chemin de cet engagement pris. Ce n'est pas si habituel que ça de prendre un engagement et 2 ans après dire exactement ce qu'on a fait de cet engagement. Premier point. Deuxième point, elles prennent 3 engagements. Une vision à 2050, une vision à 2030 et puis les actions pour les 3 ans qui viennent jusqu'à 2023. Alors les chiffres sont impressionnants pour ces 99 entreprises puisqu'on considère que ces 99 entreprises représentent plus de 6 millions d'emplois directs et beaucoup plus indirects, plus de 1650 milliards de chiffre d'affaires. Et ensemble, elles décident, pour les 3 ans qui viennent, environ, vous verrez les précisions des chiffres, 100 milliards d'investissements pour des innovations de transition ou des innovations bas carbone. Chaque entreprise prend ses engagements, les précise, ils sont visibles, on peut en discuter avec les parties prenantes et donc on a là quelque chose de précis, de libre qui montre que ces engagements, c'est pas seulement, et bien sûr il faut avancer sur le prix interne du carbone, les questions de taxation carbone au niveau mondial, il en est question dans ce document, mais aussi de l'innovation. Et puis Geoffroy, en ayant parlé déjà cette semaine, et en sachant qu'il y a cette clôture, eh bien on peut dire dès aujourd'hui qu'on est 101 entreprises, puisque ce matin nous ont rejoint AG2R La Mondiale et Quant. Vous pouvez les féliciter. Et surtout, vous pouvez applaudir, je parlais d'un devoir pour l'année qui vient, toutes les entreprises qui, dès cette semaine, vont nous rejoindre, faire leur pledge, et le MEDEF mettra tous ces pledges des nouvelles entreprises en ligne avec ces 101 premiers pledges. Donc félicitations à vous, vous pouvez vous applaudir pour le pledge que vous allez faire dans les mois qui viennent. Madame la ministre, la parole est à vous.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, alors tout d'abord, merci à toutes et à tous pour l'échange que nous venons d'écouter, qui nous confirme que la prise de conscience, mais aussi les engagements sont là. Alors effectivement, Emmanuel, pas partout dans le monde, je pense que c'est sans doute l'un des problèmes. Donc que les engagements sont là et donc qui nous montrent qu'on a raison d'être optimiste. Alors vous avez décidé de placer cet après-midi sous le signe des prises de conscience. Une prise de conscience, c'est toujours une forme d'audace, car c'est accepter de confronter ses certitudes à un monde qui change. C'est aussi un signe d'ouverture à la pensée des autres. Et je vous suis reconnaissante d'avoir imaginé vos rencontres dans cet état d'esprit. Et je crois que c'est précisément ce dont le débat sur l'écologie a besoin. Pour nourrir ce débat, je suis venue partager avec vous plusieurs convictions. Ces convictions que je porte en tant que ministre, je les ai acquises à travers mon engagement dans le service public, comme préfète, au contact d'un territoire rural et comme dirigeante de grandes entreprises publiques et privées. La première de ces convictions, c'est que l'on a trop souvent et trop longtemps présenté l'écologie comme l'ennemi de l'économie, les politiques environnementales comme une somme de règles, de contraintes, de procédures, de coûts qui pèsent sur la compétitivité des entreprises, qui entravent leurs actions ou condamnent leurs projets. Reconnaissons-le, au nom de la compétitivité, certaines pratiques ont été tolérées, certains projets encouragés, en dépit de leur coût environnemental. Le marché a longtemps ignoré le prix des atteintes à l'environnement. Ce biais n'est naturellement pas le propre des entreprises. Il concerne aussi les citoyens en tant que consommateurs. Il a concerné les pouvoirs publics, dont les choix en termes d'aménagement du territoire ou de politique économique ou industrielle n'ont pas suffisamment intégré l'enjeu écologique. Nous avons donc tous une part de responsabilité, mais, et c'est surtout ce que je suis venue vous dire, nous détenons tous une part de la solution. Opposer la transition écologique et l'efficacité économique, ce serait aujourd'hui une approche stérile et même contre-productive. Stérile, car le changement climatique est là. Ses effets se font déjà sentir. Personne ne peut plus contester l'urgence d'y apporter des réponses. Baisser les émissions de gaz à effet de serre et enrayer le déclin des espèces exige une mobilisation générale. Mobilisation des pouvoirs publics, bien sûr. Le Président de la République et le Premier ministre ont fait de la transition écologique la priorité de l'acte 2 du quinquennat. Les mois à venir seront donc ceux de l'accélération et de la concrétisation. Mobilisation des ONG qui ont été précurseurs dans ce domaine et qui ont acquis une expertise précieuse. Mobilisation des partenaires sociaux qui se sont saisis de ces défis. Mobilisation des territoires qui inventent des solutions adaptées à leurs spécificités, que nous accompagnons notamment au travers des contrats de transition écologique sur lesquels Emmanuel Wargon est particulièrement mobilisé. Et bien sûr, et c'est le sens de ma présence ici, mobilisation des entreprises. Cette mobilisation est indispensable car le dérèglement climatique, sa rapidité et son ampleur font peser des risques sur toute la société. Les activités économiques ne sont pas épargnées. Ce dérèglement a des effets sur les ressources, sur la production, sur le fonctionnement des entreprises, sur l'organisation du travail au quotidien. Aucun secteur d'activité, aucune entreprise ne peut donc fermer les yeux sur la transition écologique. Opposer ambition écologique et efficacité économique serait non seulement stérile, mais contre-productif. La transition écologique est source de bouleversements, mais elle est une chance pour les entreprises.
elle est porteuse de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités. Les mentalités évoluent et avec elles les comportements. Des progrès technologiques s'accomplissent chaque jour sous l'effet des mutations en cours. Demain, la mobilité sera durable, les énergies propres, leur gestion optimisée grâce à des réseaux intelligents, la construction sera biosourcée. De plus en plus de citoyens, et notamment les jeunes, vous mettent la pression. Ils vous demandent des circuits courts, des produits éco-conçus, réparables, recyclables. Ils exigent de la transparence, des pratiques exemplaires, de l'équité dans les relations commerciales. Tout cela, vous le savez, car l'esprit d'entreprendre, c'est avoir un coup d'avance et c'est savoir anticiper. L'histoire économique est jalonnée d'entrepreneurs visionnaires, de disruptions inattendues. Vous l'avez toutes et tous prouvé dans vos parcours, en créant des entreprises qui réussissent ou en dirigeant des fleurons français. Cette capacité vous donne aussi une responsabilité particulière, celle d'entraîner la société vers une économie décarbonée, vers la croissance verte et vers une prospérité soutenable. Le temps n'est plus au greenwashing, mais à rendre des comptes à des consommateurs et des investisseurs de mieux en mieux informés. Vous êtes nombreux à avoir saisi les nouvelles opportunités de cette économie. Et j'étais ce matin avec le Premier ministre à Roubaix, où j'ai vu à la fois un territoire très engagé, des familles qui ont été convaincues par une démarche qui redonne à la fois du sens à leur quotidien et du pouvoir d'achat, mais j'ai vu aussi des entrepreneurs audacieux qui ont saisi la dynamique de ce territoire en proposant des projets créateurs d'emplois et de richesses. Votre mobilisation s'illustre dans l'engagement que certains d'entre vous ont pris avant 2020, l'engagement avant 2020 d'investir 60 milliards d'euros dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et les technologies bas carbone. Cet objectif a été atteint et dépassé 2 ans plus tôt que prévu. Je souhaite évidemment le même succès à la nouvelle phase du French Business Climate Pledge, dans laquelle vous avez voulu vous engager à l'occasion de ces rencontres. Alors, la transition écologique est une chance, mais il faut être lucide sur certains de ses impacts immédiats. Certains secteurs, certains bassins d'emploi connaîtront ou connaissent déjà une diminution ou un arrêt de certaines activités. Je suis convaincue que la solution n'est pas de mettre le pied sur le frein, mais d'anticiper aujourd'hui pour ne pas avoir à subir demain des bouleversements inéluctables. Et sur le plan industriel, nous avons, reconnaissons-le, manqué certains rendez-vous pour positionner la France en avant sur des filières d'avenir. Je pense au photovoltaïque, aux batteries, ou même aux éoliennes. C'est donc notre responsabilité commune de nous engager dans les industries d'avenir et de préparer les filières de demain. Et c'est le sens du pacte productif 2025 lancé par le Président de la République en avril dernier. Le premier devoir de la puissance publique, c'est bien d'accompagner les entreprises, les territoires et les salariés dans cette transition. Et l'État y prend toute sa part. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous lister toutes les démarches et les dispositifs, mais je voudrais mentionner le travail que nous menons ensemble pour la transformation des filières qui font la force de notre économie. Je pense aux contrats portés par les 18 comités stratégiques de filières. C'est aussi ce que nous faisons sur un tout autre plan en mettant à disposition des outils pour transformer vos process. Le Fonds Chaleur qui a permis de financer de nombreux projets depuis 10 ans dans l'industrie, des chaufferies biomasse, du solaire thermique, de la géothermie et qui est un levier majeur pour la décarbonation de notre économie. Il est en nette augmentation, 200 millions d'euros en 2018, 300 cette année, 350 l'an prochain. Alors je vous invite à vous en saisir. Et je voudrais également mentionner les certificats d'économie d'énergie dont nous prolongeons d'1 an la 4e période. Nous avons identifié de nouveaux gisements, notamment celui des installations sous quota carbone et de nouvelles modalités comme
le cumul des C2E avec les fonds chaleur. Donc c'est peut-être technique, tout ça pour vous dire que nous sommes prêts à vous accompagner pour la décarbonation de vos process. Accompagner les entreprises dans la transition, c'est aussi une question de méthode. Et je pense qu'on peut dire que l'État en a parfois manqué dans ce domaine. La méthode que je vous propose tient en 3 points. Tout d'abord, je crois au dialogue. Une bonne décision est une décision concertée et dont les impacts ont été bien anticipés. Donc je souhaite plus systématiquement et plus en amont échanger avec vous, comme avec l'ensemble des parties prenantes, sur les projets de réforme que je porte en faveur de la transition écologique. Je crois aussi à la responsabilité. Quand nous définissons un objectif, que nous portons une norme, nous devons d'abord poursuivre un impératif de résultat et ne sous-estimer ni l'audace, ni l'ingéniosité des acteurs pour trouver les meilleurs moyens d'y parvenir. C'est par exemple dans cet esprit que nous concevons la future réglementation environnementale du bâtiment. Enfin, je crois à la stabilité. Nos objectifs doivent être ambitieux, mais ils doivent être constants pour vous permettre d'anticiper, d'investir, en somme, d'entreprendre pour les atteindre. C'est ce que nous avons fait en annonçant dès le début du quinquennat la fin des ventes de véhicules consommant des énergies fossiles d'ici 2040. Cette méthode posée, je suis convaincue que nous pourrons réussir l'adaptation de notre économie, à une dernière condition essentielle, celle d'accompagner les femmes et les hommes qui font la réussite de nos entreprises, de les accompagner dans ces mutations. La transition écologique bouleverse également la structure de l'emploi et des compétences. Elle est un gisement de nouveaux métiers. Elle est aussi l'occasion de repenser son environnement de travail. Cet enjeu vous concerne, mais le gouvernement, vous le savez, est là aussi fortement engagé. C'est le plan d'investissement dans les compétences, doté de plus de 13 milliards d'euros de crédits de l'État, avec pour ambition de former 1 million de demandeurs d'emploi peu ou pas qualifiés et 1 million de jeunes éloignés du marché du travail. C'est un outil concret pour répondre aux besoins des métiers en tension dans une économie en croissance. Mais ce sont aussi les fonds mobilisés dans le cadre du programme des investissements d'avenir en faveur de l'accompagnement des salariés face aux nouveaux besoins en compétences issus des grandes transformations que connaît notre économie. À travers la loi Pacte, le législateur vous a invité à prendre en compte les enjeux environnementaux de votre activité et à repenser la raison d'être de vos sociétés. Pour en revenir au thème de nos débats, c'est bien une forme de prise de conscience. La transition écologique n'est pas nouvelle, elle est largement engagée, même si nous n'en sommes pas tous, en tant que citoyens, dirigeants ou entreprises, au même niveau. Mais l'heure n'est plus à douter ou à détourner le regard. Cette transition, nous y sommes. Une transition dont dépend le sort de notre planète et qui nous met au défi de construire un monde plus durable et plus juste. Dans cette entreprise sans précédent dans notre histoire, notre responsabilité collective est engagée et nous avons besoin de tous, en particulier de vous, entrepreneurs. C'est donc l'appel que je vous lance et je vous remercie. Voilà, alors il y a la dernière séquence dans laquelle Madame la Ministre va rester avec moi. On va enlever le podium et on va appeler les 101 signataires du pledge à venir prendre une photo derrière moi. Chacun va venir assez rapidement. Geoffroy va venir au milieu.
Pendant que les 101 participants arrivent, Madame la Ministre, vous serez aussi attentive à cette démarche. Le Women's Forum s'est aussi réuni à la REF cette année et à midi a fait signer, à l'initiative de beaucoup de nos entreprises, une charte d'engagement pour les femmes et le climat. Beaucoup d'entreprises signataires du Pledge sont déjà signataires de cette charte d'engagement femmes et climat du Women's Forum, mais nous ferons une action conjointe pour mettre les mobilisations tous ensemble. C'était ma première annonce. Ma deuxième annonce, c'est que tout le monde va maintenant être derrière moi. Et vous avez entendu Bertrand Piccard, tout à l'heure il y a un cocktail là-bas. Tous ceux qui veulent un livre dédicacé de Bertrand Piccard, vous êtes attendus au cocktail et il se fera une joie d'échanger avec vous et de dédicacer. Voilà, merci aux uns et aux autres, passez devant moi. Et nous allons prendre la photo des 101 premiers signataires du Pledge. L'an prochain, nous serons tous de ce côté-là. Voilà, j'invite chacun à rejoindre sa place et je donne le micro à Geoffroy Roux de Bézieux, notre président. C'est bon, j'en ai un. Bon, Geoffroy Roux de Bézieux, il va être extrêmement court parce qu'il ne va pas pouvoir parler très longtemps. Je suis très heureux de finir sur cette belle image. Je crois qu'elle illustre vraiment ce qu'on a essayé de faire avec cette rencontre des entrepreneurs de France, avec ce changement de nom, avec ce changement de lieu, cette idée que les entreprises sont d'abord des solutions et que c'est elles qui détiennent les clés de tous les changements. Alors, je termine juste par un tout petit mot, je vous demande une petite seconde d'attention, parce que le MEDEF, c'est aussi une entreprise, ou en tout cas un groupe d'hommes et de femmes, et il y a des gens qui ont travaillé énormément pour organiser cette réunion, et il y a une personne que je voudrais particulièrement mettre en avant, puisque c'est sa dernière université d'été, elle en a organisé 21. Elle était là pour les 21 universités d'été. Et donc je vais vous demander, vous ne la connaissez pas, mais c'est comme toujours derrière les grands succès, c'est des gens qui travaillent. Je vais vous demander d'applaudir Béatrice Tenus, qui va venir sur la scène, et à qui je suis censé remettre un bouquet de fleurs, mais un bouquet de fleurs que je n'ai pas. Mais vous êtes censé, bravo, vous pouvez vraiment l'applaudir, elle est formidable. Ben voilà, avec 2 bouquets de fleurs. Alors j'ai qu'une main. Voilà. Voilà. Bravo Béatrice. Au MEDEF, je vais terminer par une petite blague. Au MEDEF, on est pour la retraite un peu plus tard, mais quand même, il y a un moment. Voilà, à 68 ans. Ah, alors il faut le dire pas trop fort, parce qu'on va se faire engueuler. À 68 ans, il était temps que je raccroche les crampons. Mais en tout cas, pendant ces 21 universités d'été que j'ai organisées, pas toute seule, hein, avec toute une équipe, je me suis bien amusée. J'ai beaucoup travaillé, mais je me suis bien amusée, avec des moments d'émotion intense, des alchimies qui ont... Voilà, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, les choses marchent et ça fait des souvenirs que je n'oublierai jamais. Donc merci en tout cas, et... J'espère être invité l'année prochaine. Merci, merci à tous. Oui, et donc cocktail en sortant à droite.